À quelques heures d'une élection à haute tension aux États-Unis, au moment où on enregistre cet épisode, on va parler de l'arrivée de la recherche dans les outils d'intelligence artificielle. On va ouvrir les yeux sur un prochain très gros lama, rien à voir avec la mise à jour de Fortnite qui est arrivée ce week-end. On va regarder aussi comment ça évolue dans ce domaine chez Google, qui utilise de plus en plus l'IA en interne. On va aussi parler de la constellation de satellites pour les communications en Europe. Iris, et peut-être plein d'autres infos pour que votre veille soit complète. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en novembre 2024 et c'est l'épisode 386. Les connaisseurs de l'histoire des processeurs auront compris que c'est un épisode inédit en 32 bits. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bon, écoute, ça va. Jusque-là, ça va. On est sous CBD, là, pour l'instant, ça va. Non, ça va. Non, mais oui, on va suivre ça de près. Effectivement, on va voir au moment d'ailleurs, peut-être où vous écoutez cet épisode, vous en saurez peut-être même plus que nous au moment où on l'enregistre. On verra. En tout cas, de mon côté, je voulais juste te transmettre mon épanouissement qui continue. Je continue à réparer des Joy-Con. J'ai terminé, en fait, j'ai plus qu'un Joy-Con Drift là qu'il faut que j'arrive à corriger. Je sais corriger maintenant les boutons S, L et SR qui sont en gros les boutons latéraux mais qui sont au niveau des rails quand tu clipses la manette, qui parfois ne marchent plus et qui lâchent. J'ai pu corriger quoi d'autre, oui, si, donc le petit taquet qui retient de la Switch. Bref, j'adore ça et franchement, j'arrive à me demander si j'aurais pas envie pour les auditeurs. C'est pas ton métier en fait. Mais je suis pas sûr que ce soit... Enfin, si, je pense qu'il y en a plein à faire, mais je sais pas si c'est rentable en fait au final. Mais en tout cas, alors vraiment, sur Discord, si jamais il y a des personnes qui ont des Joy-Con et qui n'osent pas se lancer dans la réparation, que ce soit pour vous donner les bons liens, les bonnes astuces, ou si vous voulez me les envoyer pour que je vous les répare, franchement, je suis prêt à étudier le sujet. Guillaume, on a quelques citations et quelques présentations à faire aux auditeurs. C'est les personnes qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon. Studio Bizet, Sylvain Boulanger, M. Rick, Stéphane Delcourt, César A. et Géo Veller. Merci beaucoup à eux d'être allés sur patreon.com/techcafé. Parce que oui, si vous appréciez Tech Café et que vous voulez profiter de l'expérience complète, je vous invite à vous abonner. Et puis, en vous abonnant, vous pourrez écouter les épisodes sans la pub dans l'application de podcast que vous utilisez habituellement. Et vous bénéficierez également d'infos exclusives. Et puis, alors, notamment, ça va arriver d'ici la fin de l'année. Je tease du nouveau sur le podcast et peut-être même me concernant. En soutenant Tech Café sur patreon.com/techcafé, vous assurez non seulement la pérennité du podcast, mais vous offrez aussi une veille technologique de qualité, alors que vous soyez professionnel des nouvelles technologies ou simplement passionné. Le contenu qu'on vous met à disposition pour vous informer tout en vous divertissant, que ce soit pendant vos trajets, vos séances de sport ou même en faisant le ménage, il sera là encore longtemps. N'attendez plus, ouvrez dès maintenant votre navigateur et allez sur patreon.com/techcafé. On a un avis également à citer, c'est celui de Thème Libre qui est venu donner son avis sur Tech Café sur Apple Podcast. Pourquoi je ne rate jamais un épisode de Tech Café, dit-il. J'ai découvert Tech Café il y a déjà quelques années et depuis, je ne manque aucun épisode. Le duo des Guillaume est tout simplement excellent avec des analyses pointues et une expertise impressionnante sur les sujets abordés. La fréquence des publications est aussi un vrai plus dans un domaine en constante évolution. Un grand bravo et bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Rendez-vous aussi pour discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Un petit message que je voulais partager d'Aurélie. Bonjour, merci beaucoup pour votre humour et la pédagogie dans vos podcasts. Je me permets de rebondir sur votre épisode Kindle dans lequel vous faites mention du reportage sur les liens entre Trump et la Russie, décidément. Il y a une série de podcasts, La jungle des miroirs, qui complète vos propos sous l'angle de la manipulation de l'information. Merci Aurélie, et en fait j'ai pas eu l'occasion d'écouter les épisodes, je les ai ajoutés dans mon app mais je ne manquerai pas de les écouter. En tout cas peut-être que les auditeurs et auditrices seront plus prompts et rapides que moi à les écouter. Je sais pas si tu connaissais toi Guillaume ce non, mais c'est podcast, intéressant ça. La jungle des miroirs. La jungle des miroirs, ok, d'accord. Et c'est des épisodes assez courts en plus, donc ça trouvera forcément sa place dans votre quotidien de consommation de podcasts. Guillaume, tu es allé fureter et surveiller un petit peu ce qui se passait sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord, et tu as identifié un dilemme entre Steven 40K et Fred DeWitt. Voilà, à propos des poils, donc, manifestement, c'est des poils avec poignée ou sans poignée, je ne sais pas.
Non, je vais pas me mêler de ça, mais il est vrai qu'il y a eu une question sur Axelera, qui fait des accélérateurs hein, incroyables. Des accélérateurs pour l'IA, bien entendu, des cartes au format PCI Express ou M2 pour accélérer donc voilà, le deep learning, quoi. Et comme c'est souvent encore le cas en tout cas pour les modèles actuels, hein, ces trucs sont plutôt destinés à des usages spécialisés. Usage spécialisé avec des plutôt petits modèles, on va dire, hein, puisque l'accélérateur au format M2, qui est effectivement vraiment tout petit du coup, hein, il embarque 512 mégaoctets de LPDDR4, hein, et donc c'est complètement inutile hein, si on veut s'amuser avec de la génération de texte ou d'images comme on en parle si souvent ici. Les cartes PCI Express ont plus de mémoire, mais elles ont entre 4 et 8 gigaoctets, ce qui les rend théoriquement envisageables hein, pour des plus gros modèles, mais ça m'étonnerait franchement que pour le grand public qui veut essayer d'accélérer sa génération d'images, ça soit une meilleure solution qu'une bonne vieille RTX à 4060 par exemple, hein, qu'on peut trouver pour aller 200 gros euros d'occasion avec 8 Go de mémoire. Ou même une 3060 avec 12 Go hein, qui est dans ces eaux-là, peut-être même un peu moins cher. Et puis c'est des trucs qui font pas que ça, quoi. Hein, et puis il y a CUDA, etc. Puis d'ailleurs, le prix effectivement est sans doute plus élevé, puisque une petite carte de développement façon Raspberry Pi, qui est donc équipée à un accélérat, qu'on imagine probablement être au format M2, coûte déjà 900 euros. Donc le seul avantage de ces cartes, en fait, c'est que si le boulot que vous avez à faire rentre vraiment dessus, hein, bah, du coup, elles ont une bien meilleure efficacité énergétique que les GPU généralistes. Donc ça peut être intéressant, mais uniquement voilà, dans certains cas où effectivement la consommation est importante, quoi. On va consommer juste la ressource en électricité qui va bien et pas plus. Écoute, merci pour cet éclairage. J'espère qu'en tout cas, ils seront contents de savoir que tu as suivi leurs échanges et que tu apportes ta pierre à l'édifice. Et nous, sans autre forme de procès, on va couvrir les news de cette semaine absolument incontournables, à commencer par une nouvelle version de ChatGPT, ou en tout cas une nouvelle fonction. Et ça fait longtemps, depuis que ChatGPT est arrivé dans nos vies, qu'on se dit, mais enfin, l'expérience de recherche qu'on connaît avec Google aujourd'hui, où on tape une requête, on a des pages web qui s'affichent, ou des résultats qu'on appelle de niveau 0, mais ça va être complètement supplanté par ChatGPT. Eh bien, force est de constater que jusque-là, non. Je pense que Google n'a pas vu un effondrement notable de ses requêtes de recherche, mais Guillaume, peut-être que ça va changer bientôt, c'est ça ? De toute façon, la recherche sur Internet assistée par les IA, c'est vraiment une tendance de fond, puisque tout le monde s'y met, quoi. Et d'ailleurs, l'été dernier, hein, cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT avait été déployée de manière limitée. Alors, c'était la recherche sur Internet, effectivement, mais façon Bing ou façon Perplexity, ou façon Google, finalement, puisque aux États-Unis, ça fait des mois qu'ils ont les AI Overviews, hein, les réponses directes aux recherches en langage naturel, qui sont donc synthétisées par un avatar de Gemini. Bon, OpenAI estime que SearchGPT, là, il est fini, ça y est, hein, il est cuit, donc voilà, il est prêt à être déployé pour tous les utilisateurs payants, qui pourront donc cliquer sur le petit icône globe qui permettra à ChatGPT de compléter ses connaissances propres avec du contenu web avant de répondre, et ça, c'est pas mal. Alors, il le fera aussi tout seul de lui-même, d'ailleurs, selon ce que vous allez lui demander. Il citera aussi ses sources. C'est toujours une version un petit peu modifiée de GPT-4o qui est derrière, donc en fait, mis à part cette nouvelle fonctionnalité, il ne faudra pas s'attendre à des améliorations du chatbot. Hein. La recherche arrive aussi bien dans l'interface web que dans les applications bureau et mobile, et c'est un type de fonctionnalité qui est vraiment pas nouvelle en réalité, puisque c'est ce que fait donc le nouveau Bing. Avant, il y avait Perplexity, lequel est d'ailleurs sous le feu des critiques, hein, puisque bon, on l'accuse régulièrement de plagiat, parce que finalement, bien plus qu'une percée technique, intégrer la recherche donc, sur Internet à un chatbot, c'est une problématique de droit d'auteur. Parce que Perplexity, par exemple, il fait la même chose. Il analyse la question, il détermine quelle source pourrait avoir la réponse, il va chercher les données sur le site web, il va les digérer, puis il va en pondre un résumé plus ou moins original, quoi. Et parfois, ces résumés contiennent d'ailleurs de gros morceaux de texte original, hein, et ça plaît pas trop aux journaux de voir ces textes, leurs textes, hein, qui leur appartiennent, apparaître quasi verbatim sur un site qu'ils ne connaissent pas et qui a rien payé pour, de toute façon, et donc c'est pour ça que Perplexity a des soucis, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, il fait la même chose que vous, en fait, le chatbot, là. Hein. Quand vous cherchez la réponse à une question sur Internet, vous faites un peu pareil à la main, quoi. Et il est d'ailleurs tout à fait possible de faire la même chose, enfin, de faire le même boulot sur des chatbots open source, sur votre propre PC. Il y a un truc qui s'appelle OpenWebUI, qui est une des interfaces web les plus utilisées, par exemple, qui est équipée pour activer cette fonction, avec le LLM de votre choix, hein, que vous pourrez télécharger aussi, et voilà, il sera plus ou moins doué pour le faire, hein, selon les cas, selon la puissance du modèle, mais bon, voilà. Sauf que vous, évidemment, vous copiez pas les résultats sur un site web et vous faites à payer pour les lire, alors que Perplexity, évidemment, il a une offre payante, et d'ailleurs, OpenAI aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des accusations de plagiat, des procès qui frappent actuellement ces services. Alors Perplexity. OpenAI, pour l'instant, évidemment, il voit passer tout ça, hein, donc voilà. On sait qu'il a signé des accords avec plusieurs prestataires d'informations, de news, de météo, de cartographie, de données financières, etc. On voit un partenariat avec AccuWeather, avec AP News, avec le Financial Times, etc.
Est-ce que ça sera suffisant pour abriter OpenAI de tout procès supplémentaire, parce qu'il y en a déjà un sur le dos? On le verra très vite. Est-ce que ça pose des questions sérieuses sur la diversité et sur l'usage du web aussi? Bah oui, hein, sans doute. Et bon, tout le monde est en ce moment en train d'essayer de devenir le nouveau Google avec de l'IA dedans, hein, même les boîtes qu'on s'attendait pas forcément à voir sur ce terrain d'ailleurs. Ouais, et c'est même peut-être inédit la manière dont Google pourrait être concurrencé. Je dis pas que là, demain, Google va s'effondrer, que tout le monde va passer à ChatGPT, très loin de là, ne serait-ce que pour les business et modèles, enfin l'économie qui tourne autour, ne serait-ce que parce que voilà, Google est très installé dans notre quotidien et on sait à quel point avoir un outil par défaut et installé dans le quotidien des gens, c'est prépondérant dans les usages. Pour autant, je ne sais pas si de l'histoire de Google, il y a pu y avoir un tel rival. Encore une fois, hein, c'est pas demain que Google va s'effondrer, mais c'est peut-être la première fois où je me dis, il peut y avoir un outil et une adhésion du grand public pour un outil qui pourrait potentiellement, à terme, concurrencer Google. Disons, allez, plus que Bing, quoi. Enfin, je sais pas, je me trompe, Guillaume, ou c'est quand même assez Bah, inédit? ce qui est inédit là, c'est que tout le monde veut essayer de devenir un moteur de recherche et Ouais. que justement l'IA, ça donne un angle d'attaque, on va dire. Et même Meta, par exemple, hein, qui s'est jamais vraiment intéressé finalement à la recherche sur Internet, va s'y mettre aussi, tu vois. Donc je pense que c'est ça qu'il faut voir, hein, c'est qu'effectivement Google est chahuté un petit peu plus que voilà, parce qu'effectivement tout le monde voit un angle d'attaque possible pour essayer de le supplanter, alors qu'avant son avance était trop grande, quoi. Hmm. Donc, la recherche, on le sait, c'est la chasse gardée de Google, mais ça excite les convoitises. Et puis, ce qui excite les convoitises, Guillaume, c'est aussi d'avoir le plus gros modèle possible, le plus gros, le plus puissant. Et là aussi, Meta a l'air de bosser activement. Bah oui, parce que Facebook a beau être perçu comme un réseau social de boomers, Meta n'en est pas moins en très bonne forme, hein, parce que Meta, c'est aussi Instagram, WhatsApp et Threads, en plus de Facebook, et Threads a presque atteint les 275 millions d'utilisateurs, ce qui est pas trop mal hein, pour un réseau lancé il y a à peine plus d'un an. Hein. Et en Je fais une tout, petite parenthèse aussi, parce que tu parles de Facebook, mais juste pour qualifier un tout petit peu ce que tu dis aussi. Non seulement c'est pas si anecdotique que ça, mais Facebook, ils ont fait une mise à jour dans les algos en réinjectant de l'IA. Et a priori, il y a quand même eu une augmentation assez drastique, là aussi, des usages de Facebook, qui est loin d'être mort, du coup. mais Facebook est loin d'être mort, effectivement, et de toute façon, en tout, il y a presque 3,3 milliards de personnes qui sont actives sur au moins une plateforme Meta. C'est ouf. C'est les trois quarts d'Internet, Et globalement. WhatsApp. Hein, alors pourtant, c'est un chiffre qui a déçu la bourse, hein, puisqu'elle attendait 3,31 milliards et elle a eu 3,29 milliards, donc tu comprends. Mais bon, faut pas trop faire attention, en fait, le chiffre d'affaires de Meta, il est spectaculaire. C'est 40,6 milliards ce trimestre, c'est encore mieux qu'attendu. Et surtout, quand Meta lance des fonctions IA, bah, il y a immédiatement des milliards de gens qui sont exposés. Hein. Ce qui explique que selon lui, bon, c'est selon Meta lui-même, hein, mais bon, Meta AI serait l'assistant le plus utilisé du monde, avec 500 millions d'utilisateurs. Quelle fréquence? On ne sait pas. Mark Zuckerberg, il va pas le dire. Hein. L'IA est aussi utilisée pour des trucs moins flashy, effectivement, hein, comme effectivement améliorer les recommandations et son usage a encore augmenté le temps passé sur Instagram et Facebook. Donc Instagram aussi, hein, ce qu'on peut interpréter sans aucun doute comme une très mauvaise nouvelle pour l'humanité, hein, autant qu'une très bonne nouvelle pour les actionnaires Meta. Il est donc presque logique que Meta intègre aussi la recherche sur Internet à son chatbot. Meta fait les choses bien apparemment, puisque bon, selon The Information, ça fait 8 mois que les robots Meta écument tout le web possible pour se fabriquer son propre index. Meta pourrait donc lancer bientôt un moteur de recherche concurrent à Google, qui serait intégré, ou en tout cas intégrable, facilement à son chatbot. Et on sait aussi par Bloomberg que Meta a signé des accords avec Reuters aussi pour utiliser les articles, hein, un petit comme OpenAI hein, tout simplement. Donc Meta est en train de se préparer à se mesurer à Google, Bing, OpenAI et peut-être même à Google Maps tout à la fois. Parce que d'ailleurs pour la cartographie, Meta fait aussi partie de l'équipe Open Maps qui comprend Microsoft, Amazon, TomTom, aussi, et probablement d'autres, c'est une masse de données open source hein, de cartographie qui comprend comme un sous-ensemble celle d'OpenStreetMaps aussi. Et donc tout ça, évidemment, c'est un sacré budget, surtout sur le secteur de l'IA, hein, qui est très cher et qui évolue très vite, mais bon, Meta a les moyens, manifestement. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg a évoqué explicitement l'entraînement de son prochain Llama 4, qui est en cours de cuisson, et il est en cours de cuisson sur le plus gros cluster qu'on ait jamais vu. Il dépasserait les 100 000 NVIDIA H100, ce qui est la taille déjà monstrueuse hein, du cluster de xAI. C'est probablement un petit coup de coude à Elon Musk, hein, voilà, moi j'ai un plus gros cluster, mais franchement ça a l'air d'être ça, parce que 100 000 c'est vraiment le chiffre du cluster d'Elon Musk, mais bon. Donc, Mark anticipe une arrivée assez rapide hein, de son plus petit des Llama 4 qui va arriver, puis évidemment le gros poids lourd, lui, évidemment, il prend beaucoup plus de temps à être entraîné, donc il arrivera plus tard.
Quelle nouveauté? Il a été très évasif, donc il y aura de nouvelles modalités. Bon alors ok, lesquelles? Le son du coup, parce que l'image et le texte c'est déjà bon. Il y aura un meilleur raisonnement, bon ok, mais comment? C'est dans le style de One ou pas du tout? Plus rapide comment? Parce qu'il y a des nouvelles architectures, à quel point, mystère. Et tout ça c'est excitant, parce que le mystère c'est excitant. Oui, ça nous fera les choux gras de nos prochains épisodes de toute façon. Tu parlais au passage de cartographie, j'ai vu que la prochaine victime de la réglementation européenne, a priori, ça va être Apple Plan aussi, qui est installé par défaut sur iPhone. Ça risque de poser problème. Bon, en tout cas, on voit que la recherche, c'est vraiment le sujet qui excite les convoitises. Et la recherche, pourquoi? Pour l'information, parce qu'évidemment, on en reste encore et toujours à l'ère de l'information. C'est ça qui prime, c'est ça qui conditionne, j'ai l'impression, encore un peu les choses. Et là, tu voulais nous illustrer un petit peu un cas d'usage du New York Times qui exploite l'intelligence artificielle générative de leur côté. Ouais, parce que quand on parle de journalisme média, on est souvent dans la conflictualité, dans le négatif, dans la rancœur, tu vois, dans la peur, dans le rejet. Et ça, c'est pas feng shui. Alors que si on ouvre ses chakras, qu'on est dans l'acceptation sereine et mutuelle, dans l'écoute et dans la gratitude, tout peut se dénouer, voilà, comme ces vilaines tensions cervicales avec quelques pierres chaudes et des huiles essentielles. Et c'est la voie que montre le New York Times, indirectement, avec une grosse enquête sur les mensonges électoraux de Donald Trump. Alors bon, évidemment, si on commence à s'intéresser aux conneries que dit Trump, on sait qu'il va y avoir le volume. Mais là, en l'occurrence, les journalistes devaient voir juste s'ils pouvaient sortir quelque chose de plus de 400 heures d'enregistrement audio, de conversation hebdomadaire d'un comité pour l'intégrité des élections. Et en fait, c'est pas du tout ce contenu, c'est pas du tout l'histoire avec Trump qui va nous intéresser, ni même les conclusions, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser ici, parce que de toute façon, dire Trump dit des conneries, c'est plus une info, vraiment. Non, ce qui va nous intéresser, c'est comment ils s'y sont pris, en réalité. Ils ont utilisé l'IA à fond. Ils ont commencé par transcrire toute l'audio avec Whisper, puis ils l'ont fait digérer tout ça, alors donc ça fait des kilomètres de texte, Ils ont fait digérer donc les 5 millions de mots à des chatbots, plusieurs chatbots différents, D'ailleurs voilà, ça fait pas peur ni à Gemini, ni à Claude, ni à personne. Et donc on peut toujours demander en plusieurs fois, même s'il n'a pas la plus grosse fenêtre de contexte que vous voulez, en tous les cas, ils ont demandé à ces chatbots s'ils trouvaient des choses intéressantes dans le tas, s'il y avait des informations remarquables, s'il y avait des sujets récurrents. Et ils en ont trouvé. Et en plus, ensuite, évidemment, quand ils les ont trouvés, et après ils ont passé en revue tout ça, voilà, il y a quand même des journalistes environ qui se sont assurés que l'IA n'hallucinait pas, qu'elle avait bien compris le sens et le contexte des propos. Et puis après, ces cyberjournalistes, ces hybrides de chair et de métal, ont donc pu sortir leur croustillant papier en un temps record. Ou juste en se cassant beaucoup moins la tête, tout simplement. Il est possible que les IA aient laissé passer des trucs, c'est possible, effectivement, mais bon, ce qu'elles ont remarqué, ou en tout cas a été vérifié manuellement, et puis bon, apparemment ça suffisait pour faire un bon article, donc bon, voilà. Et on est complètement dans la vision du journaliste augmentée par l'IA et pas remplacée. On a bien... en gros, alors, pas remplacé, évidemment, ça se discute toujours, parce que finalement, on a remplacé une équipe de 12 journalistes par une équipe de 2 pour sortir le même article, dans le même temps. Mais est-ce qu'on aurait pu mobiliser 12 personnes par ailleurs? Est-ce que ça aurait été possible? Ou alors est-ce qu'on aurait eu le temps de sortir l'article avant l'élection? Parce que, bon, quand même, il y a une deadline, quoi. Article qui, de toute façon, n'aura aucun impact sur les intentions de vote, parce qu'apparemment, rien au monde ne fait bouger les chiffres, mais bon, voilà, dans tous les cas, il y avait cette deadline. De toute façon, voilà, est-ce que maintenant que les outils sont disponibles et que, voilà, on a tous les chats, GPT, les Claude, les Gemini, est-ce qu'ils peuvent vraiment ne pas être utilisés dans ce genre de cas où on a des énormes volumes de données à traiter? Bon. Ça me semblerait complètement débile de pas tester, en fait. Enfin, ce serait vraiment être, pour le coup, complètement réfractaire au changement et à l'évolution. Tout ça mérite évidemment d'être mesuré, d'être surveillé, et comme tu le dis, surtout d'être contrôlé. Google aussi illustre bien l'utilisation massive, et c'est pas prêt de s'arrêter, de l'intelligence artificielle de leur côté. Oui, apparemment, Google, alors oui, évidemment, doit pondre énormément de code, et énormément de logiciels, c'est son boulot quand même. Il y en a un quart qui serait pondu par des modèles de langage. Il y a un quart du code qui serait déjà pondu par ces divers Gemini ou ces divers modèles, ce qui est absolument énorme. C'est énorme. Et du coup, il fait énormément excuse-moi, pareil, en fait, là, tu te dis, est-ce qu'il remplace des développeurs? Bon, bah là, j'ai envie de te dire... on ne sait pas vraiment, parce que, voilà, alors évidemment, il y a des résultats financiers, là, c'est la saison des résultats financiers, on parlait des résultats financiers de Meta tout à l'heure. C'est la saison d'Halloween, des marrons chauds et des milliards qui pleuvent à foison sur nos bien-aimés GAFAM, ou GAMAM d'ailleurs, du coup. Et donc le G se porte bien, oui, effectivement, 88,3 milliards de chiffre d'affaires ce trimestre. Les services Google sont en croissance de 13%, la division Cloud de 35%, elle a rapporté 11,4 milliards, c'est presque, donc presque 2 de bénéfices nets, c'est énorme par rapport à l'an dernier où il faisait quasi rien.
Les services rapportant en net à eux presque 31 milliards. Alors bon, évidemment, hein, quelle part de ces chiffres doit-on à l'IA qui pond du code à la place des gens? Bon, ça, clairement, on n'en sait rien, et bon, pour l'instant, à mon avis, pas grand-chose. Donc on a beau dire Google, c'est plus ce que c'était, bah la compta, elle est pas trop concernée, quoi, tu vois, par rapport à ce genre de considération. Jusqu'à ce que la justice américaine décide de remédier peut-être à la puissance jugée trop grande et monopolistique de Google, parce qu'on rappelle qu'ils ont quand même perdu leur procès antitrust. Mais bon, jusqu'à présent, ça va. Donc Google reste solide, hein, et puis continue à déployer de nouvelles fonctions pour la plupart boostées à l'IA générative, hein, donc voilà, en particulier dans Maps, Earth et Waze. Donc Google Maps, qui est utilisé par ailleurs, lui, par 2 milliards de gens chaque mois aussi, hein, donc on est quand même sur du poids lourd. Google Maps et Earth auront donc droit à leur version de Gemini, hein, où on pourra leur poser des questions directement en langage naturel, et puis avoir des réponses voilà, en carte et des suggestions. Alors ça peut être vraiment très simple, hein, c'est voilà, quoi faire avec des amis diabétiques un soir d'Halloween à Mont-de-Marsan, voilà, par exemple, tu demandes ça. Voilà, ou dans Earth, voilà, trouve-moi les villes avec le moins de bornes de recharge pour ma Tesla, que j'y aille pas, ce genre de truc. Et donc ça veut dire qu'il pourra vraiment synthétiser aussi, quand même, faire des recherches pour toi et synthétiser tes demandes, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc, c'est du Gemini qui fait de la recherche sur Internet aussi, finalement, mais géolocalisé. Notez bien que le fait que les chatbots puissent aller chercher des infos sur Internet n'implique pas qu'ils ne puissent pas dire de bêtises. Certes, ils vont chercher des informations sur Internet qu'on admet être correctes, hein, même si c'est pas toujours le cas non plus, mais bon. Ouais, déjà, c'est pas gagné. Mais ça garantit pas que le chatbot va en tirer une réponse systématiquement correcte, parce qu'il pourrait mal comprendre, il pourrait halluciner des infos qu'il n'y avait pas dans les sources, ou simplement il pourrait passer à côté des infos pertinentes. Donc, même si c'est mieux que quand le LLM invente des trucs de toutes pièces, c'est jamais à 100% béton, donc il faut toujours se méfier un petit peu quand même. Hein. Oui, puis la source, encore une fois, hein, on le dira jamais assez, mais c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Et effectivement, comme tu le dis, en plus, il y a l'interprétation de l'outil et la restitution qu'il en fait, qui sont évidemment sujettes à caution. On continue parce que tu parles de Gemini, et ça nous permet de parler un petit peu de mobilité, justement, comme tu commençais à l'aborder. Mais oui, c'est vrai que, en fait, alors voilà, ça n'empêche pas Google d'avoir de grandes ambitions pour Gemini, parce que Gemini, là, il est déjà quand même bien déployé, mais il pourrait aller encore beaucoup plus loin, finalement, et beaucoup plus loin en voiture, parce qu'il ne veut pas y aller à pied, faut pas déconner. Et oui, parce que Gemini pourrait prendre son envol, pourrait prendre son indépendance, et comme tous les parents bienveillants, Google veut qu'il passe son permis de conduire. C'est logique, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il a déjà passé le code, finalement, quelque part. Alors, c'est Waymo qui donc a fait une recherche avec un modèle Gemini, qui s'est basé sur un modèle Gemini multimodal. Hein. Il a utilisé comme pièce centrale d'un système qui simulerait une conduite autonome. Alors, le contexte de la conduite est traduit tout en texte et en image uniquement, puisque de toute façon, c'est les deux seules modalités que Gemini comprend pour le moment. Et donc, du coup, en fait, il faut simuler une conduite. Alors, il y a un dataset Waymo, parce que Waymo, évidemment, il a beaucoup de datasets de données de conduite réelle, hein, donc avec des images et des coordonnées, des textes, etc. Et donc, ils ont fabriqué un système qui s'appelle Emma. C'est débile, ils l'ont appelé Emma, moi je l'ai rappelé Kit, mais bon. Emma s'est révélé compétitif avec le système existant classique. Et le truc, c'est qu'il est même meilleur dans les cas rares, les cas limites, les cas où il y a des objets ou des animaux bizarres, rares, qui sont sur les routes. Quand tu as des situations étranges avec des mecs déguisés en conne de chantier pour Halloween, voilà, il arrive beaucoup mieux à se démerder. Et c'est assez important parce que, alors c'est assez impressionnant, hein, mais donc ça veut dire qu'effectivement il y a un potentiel dans cette généralité. Alors Emma pourra pas prendre la route tout de suite, hein. Voilà, Waymo utilise des IA depuis longtemps, hein. C'est des IA qui sont spécialisées dans l'interprétation des données de la route, des trucs vraiment spécifiques. Alors, la vidéo, bien sûr, on peut reconnaître les panneaux, les bicyclettes, tout ce que vous voulez, la profondeur aussi, etc. Et cette spécialisation, c'est à la fois un atout et un problème, parce que c'est un atout parce que tout simplement on peut créer des modèles qui sont très efficaces, très rapides, très légers finalement, et donc on peut les embarquer. Et ils sont d'une fiabilité, ils ont une fiabilité qu'on connaît, qu'on maîtrise bien, quoi, hein, pour des tâches spécifiques. Et le souci, c'est qu'avoir plein de modèles spécialisés qu'on fait travailler ensemble, ça donne pas un système qui a des capacités de généralisation. Et les chatbots, finalement, les grands modèles de langage multimodaux modernes, hein, eux c'est tout l'inverse. Eux ils savent reconnaître un nombre improbable de trucs. Ils savent faire des raisonnements simples, et même pas si simples que ça, ils peuvent s'adapter à plein de situations, et tu peux leur parler aussi. Eux, ils s'expriment en langage naturel gratos, hein, parce que c'est un peu leur truc, et tu peux leur parler directement aussi. Donc ils sont généralistes, mais moins fiables, et surtout ils sont énormes. Ils demandent une puissance de calcul colossale, ils sont pas ultra réactifs du coup, et ils peuvent pas encore utiliser des données qui sont très très utilisées pour la conduite, comme les données de LIDAR. Quand on pourra faire tourner une sorte de super Emma très très vite et embarquer dans une voiture, alors on aura vraiment Kit. Parce que ce sera vraiment K2000. Ta voiture pourra te parler et exécuter des instructions complexes que tu pourras lui dire, voilà, tu pourras juste lui dire, retrouve-moi sur le parking du Auchan, bon voilà, elle le fera, il n'y a aucun problème. Elle pourra même te faire des blagues nulles, puisque Gemini fait déjà des blagues nulles.
Donc vraiment, il manquera plus que le Turbo Boost et probablement la carrosserie blindée, et vous aurez K2000 carrément. Il n'y avait pas des petits missiles aussi, des petites armes, des petits trucs comme ça. En tout cas, montre connectée, c'est fait. Hein. Ça, depuis longue date, on peut appeler sa montre sa voiture à la montre. Ça, c'est fait sur cet aspect des choses. Ah, ça me donnerait presque envie, là j'ai le générique en tête, de regarder un épisode et je le trouverais probablement bien trop vieux. Et il aurait probablement bien trop vieilli. Faut quand même que je regarde un, tiens. On va terminer cette rubrique, Guillaume, parce qu'en fait, on le disait un petit peu aussi dans les épisodes de Tech Café. Il y avait des petites annonces par-ci par-là d'Apple qui ont été disséminées. Et en fait, ce serait pas un vrai bon épisode de Tech Café si on ne faisait pas au moins mention des quelques annonces faites par Apple la semaine dernière dans le domaine de l'informatique, enfin des Mac, quoi, de l'ordinateur. Oui, bah c'était la Mac Week la semaine dernière, plus ou moins officiellement. Donc on l'avait évoqué mardi dernier. Alors je sais pas s'il y a un truc qui t'a vraiment marqué, toi d'ailleurs. Tout simplement la taille et peut-être l'accessibilité en termes de prix, même si du Mac mini, hein, qu'on aurait dû appeler le Mac Micro à ce stade parce qu'il est vraiment foutrement minuscule. Il est beaucoup plus petit que le Mac mini actuel. Et tu sais que moi, il m'a fait marrer ce Mac. Il y a un truc qui m'a fait marrer avec ça, juste pour dire. Ouais. Juste parce que ce sera pas non plus un bon épisode de Tech Café si j'étais pas un petit peu mesquin, méchant avec Apple. C'est bon, c'est validé comme étant un bon épisode de Tech Café. Et ce qui m'a fait toujours rigoler avec ça, enfin ce qui m'a fait un peu rigoler, c'est que finalement avec Apple, on est toujours dans la constance, dans l'obsession du design au mépris de tout le reste, oui, avec le même. Ah voilà, tu as vu ça. On peut évoquer la souris qui se recharge toujours par le dessous, évidemment, comme d'habitude, même un USB-C. Malgré les supplications des utilisateurs, mais non, toujours. Et le nouveau sommet, le Mac Mini, alors c'est vrai qu'il est beau, hein. Il est puissant, il est léger, il est ultra compact, et il s'allume par le dessous. Et l'interrupteur, il est dessous, et l'espace, il est trop petit pour ton doigt boudiner. Donc il faut soulever le PC pour l'allumer. Alors, c'est pas grave, mais t'as déjà vu un PC avec un bouton on-off qui n'est pas accessible, qu'il faut soulever pour allumer? C'est bizarre. Alors oui, bon, tant pis, on rentre dans la polémique un petit peu. Les arguments qu'on pourrait avancer, mais qui sont valables de manière assez limitée, hein, c'est de dire aussi que quand il est en veille, il consomme très très peu. Oui, plus que zéro, mais bon, très 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 peu. Et que quelque part, il n'y a peut-être pas beaucoup besoin de l'éteindre. Mais t'as raison, c'est assez ubuesque. Le câble, là aussi, on pourrait prendre le contre-pied des défenseurs invétérés de la marque à la pomme, qui sur les réseaux sociaux montrent la beauté de la Magic Mouse et disent « Mais regardez, enfin, où voulez-vous mettre un câble à brancher autrement qu'en dessous ?» Je sais pas, sur les côtés, derrière, un peu partout. Et puis après, tu as les personnes aussi qui argumentent en disant « Non, mais Apple veut vous montrer qu'on n'a pas besoin d'éteindre son Mac. » Bon, je trouve ça un peu bizarre comme proposition. Ou Apple ne veut pas vous faire recharger votre souris pendant que vous l'utilisez. Ah bon, mais pourquoi? Bref, effectivement, on peut être mesquin, t'as raison. Fin du Lightning en tout cas, et donc ça m'a marqué, c'est officiel, il y a plus je crois qu'il reste un produit en Lightning ou presque plus. Et en tout cas, oui, la taille du Mac Mini, et qui finalement est assez accessible pour son prix, assez modulaire puisque tu y mets le clavier, l'écran, la souris que tu veux, et t'as une super machine qui va faire tourner Apple Intelligence quand ça arrivera, Guillaume. Oui, parce qu'Apple Intelligence, c'était vraiment clairement le propos aussi, ça a été beaucoup mentionné, et puis bon, c'est un peu normal, parce que, on a vu les M4, hein, donc les M4, voilà, c'est des mises à jour vraiment incrémentales, on va dire, du M3, alors il y a des petits changements, effectivement. Alors il n'y a pas toujours plus de cœur, d'ailleurs, parfois il y en a moins, c'est un petit peu bizarre, d'ailleurs, c'est un petit peu confus, parce qu'il y a des M4, il y a 2 versions de M4, 2 versions de M4 Pro, il y a 2 M4 tout court, il y en a un avec 8 et un avec 10 cœurs GPU, en 4 plus 4 et 4 plus 6. Et les options RAM possibles sont aussi un peu différentes. Voilà, si vous avez un petit M4, vous pourrez monter que jusqu'à 24 gigaoctets. Voilà, c'est la même chose pour les Pro et les Max d'ailleurs, hein, qui ont aussi des petites et des grosses versions. Il n'y a que le plus gros M-Max qui a la bande passante maximale, d'ailleurs, qui est très confortable quand même, de 546 gigaoctets secondes, c'est pas mal. Mais bon, le M4 reste en 3 nanomètres, donc il y a quelques petits boosts par-ci par-là, il n'y a pas de bouleversement foufou, hein. Évidemment, la mise à jour la plus importante, c'est, en tout cas pour la stratégie d'Apple, c'est de mettre les Mac au niveau des iPhones, hein, sur les NPU, pour qu'ils puissent aussi bien faire tourner les modèles d'IA en local, hein, et donc on est sur 2 fois la performance des M3 à ce niveau-là, même un petit peu au-dessus du A17 Pro d'ailleurs. Et donc il y a des modèles avec iOS 18.2 qui arriveront à un moment en Europe aussi, ne vous inquiétez pas. Donc Apple parle beaucoup de Apple Intelligence, mais même sans ça, de toute façon, puisqu'on a aussi des résultats financiers, ça roule vraiment très bien, les ventes se portent à merveille. L'iPhone 16 se vend mieux que le 15, qui se vend lui-même mieux que le 14. Apple a fait 94,9 milliards de chiffre d'affaires au dernier trimestre, tout est en croissance, c'est la fête. Et Apple reste prudent, presque près de ses sous, puisqu'il a acheté 20% des parts de Global Star, qui est son prestataire pour la connectivité satellite.
C'est juste 400 millions de dollars, donc c'est de l'argent de poche. Par contre, Apple va aussi faire un versement de 1,1 milliard pour améliorer l'infrastructure satellite, voire même pour une nouvelle constellation, voilà, pour développer les services, ces services satellites, ces fameux services satellites sur iPhone qui sont toujours gratuits et qui pourraient passer payants un jour, mais qui heureusement, enfin en tout cas, profitez-en, sont toujours gratuits pour le moment. Ils seront peut-être inclus dans le service iCloud+, etc., etc. J'imagine que En tout cas, il y a une équipe marketing chez Apple qui est prête avec plein de scénarios Mais possibles oui. pour financer les revenus à venir de la société. Donc, on leur fait entièrement confiance. Ils ont racheté, tiens, pour la petite anecdote, une application alors moi, j'aimais beaucoup, qui s'appelle Pixelmator. C'est pas très cher. Pour quelques dizaines d'euros, ça remplaçait avantageusement les Photoshop. Il y a de ça quelques années. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui continuent à l'utiliser pour plein d'usages. Bon, ça, c'était avant Canva, hein, donc je ne sais pas si c'est encore valable, mais bon, ils l'ont racheté. Donc attendez-vous à voir des Pixelmator dans macOS. Petite boîte lituanienne qui a eu un beau succès et qui travaille depuis, peut-être pas 10 ans, mais pas loin dessus. C'est impressionnant. Félicitations. On enchaîne avec une toute autre rubrique, mais pendant qu'on parle du rachat d'Apple des connexions satellites, et ben justement, on va rester dans les satellites. Guillaume, parce que l'enjeu, désormais, en tout cas un des enjeux dans le milieu de la tech, ça va être de ne pas laisser l'espace exclusivement à Starlink. Tout le monde veut sa constellation ces temps-ci, et nous aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc l'Union Européenne en a assez de dépendre de Starlink, qui est une constellation américaine, ou de OneWeb, qui est détenue par Eutelsat, certes, mais aussi par ces villes félons britanniques. Donc nous, on veut une constellation, nous aussi, souveraine, pour l'Europe occidentale, la seule vraie Europe, donc, et elle s'appellera Iris 2. Enfin, Iris, mais marqué au carré parce que c'est plus classe. L'objectif premier d'Iris serait d'assurer des communications sécurisées aux militaires, mais le public pourra aussi l'utiliser. Alors Iris 2, c'est 10 milliards quand même, c'est assez cher évidemment, mais bon, sans doute un petit peu, pour 2030, et c'est pour 290 satellites. Donc énormément moins que Starlink, parce que ces satellites sont en orbite basse ou moyenne, donc ça veut dire qu'ils pourraient être plus hauts, une plus haute altitude, ce qui leur permet de couvrir plus de terrain, ils sont plus hauts, donc ils ont une meilleure vue tout simplement. Et donc on a besoin de moins de satellites pour couvrir le même espace. Donc c'est le consortium SpaceRISE qui sera responsable de l'implémentation de tout ça. Il est constitué d'un grand nombre d'acteurs de l'espace et des télécoms, dont certains ne peuvent pas se piffer d'ailleurs. Comme alors il y a dedans le tas, il y a Thales Alenia Space, il y a Airbus, il y a Orange, il y a Deutsche Telekom, il y a Isdesat, Telespadio, etc. Alors donc c'est pas fait, c'est cher, ça commence déjà à gueuler d'ailleurs, mais bon, le projet est sur la table. Alors voilà qui va pas ranger la pollution spatiale d'ailleurs, ni la pollution atmosphérique, qui explose littéralement, telle certaines fusées. Des scientifiques commencent à faire l'inventaire de cette pollution. Entre 2022 et 2023, il y a quand même 12 000 tonnes de polluants qui ont été relargués dans l'atmosphère, dont des types de suie et des particules très particulières, comme la chlorine, l'oxyde d'aluminium. Voilà, c'est des trucs qui ont des impacts parfois beaucoup plus puissants que ce qui est rejeté par les avions en altitude, et qui peuvent perdurer des décennies dans l'atmosphère. Donc on avait déjà évoqué d'ailleurs ce sujet. Or, c'est vrai qu'avec 290 satellites, on fait quand même pas le figure, puisqu'il y en a 30 000, normalement, à terme, à peu près, qui seront envoyés uniquement par Starlink, et c'est pas les seuls à être sur le créneau. Ouais, j'imagine que de toute façon, ça va se développer, il y en aura de plus en plus. On va suivre ça, et en tout cas, effectivement, tu as raison, c'est un indicateur de plus qui montre que d'un point de vue écologique, on n'est pas sur des bonnes trajectoires. On pourrait là aussi reparler d'intelligence artificielle, ou même, tiens, tu serais mesquin, mais presque reparler d'Apple, c'est ça ? Un truc qu'on n'a pas mentionné dans la section Apple, c'est que le Mac Mini, il est neutre en carbone. Et oui. Apple remet ça après la montre Mère Nature Certified, c'est au tour du Mac Mini de se faire l'ami des arbres et des petits oiseaux. Voyons. Alors ok, il est composé de pas mal d'éléments recyclés, ce qui est un bon point, et d'ailleurs, il faut accorder à Apple qu'il est sans doute celui qui fait le plus d'efforts en la matière. Parmi les constructeurs, ça c'est vrai. Est-ce que ça suffit toutefois à en faire de lui un constructeur écologique, voilà. Non, le Mac Mini, déjà, c'est une fraction qui est minime de ce que produit Apple. Le recyclage lui-même a un impact d'ailleurs, et puis il a des milliers de sous-traitants. Bon, voilà. Donc Apple fait comme tout le monde, il compense en vérité ses émissions avec des crédits carbone, pour lesquels il faut avoir la plus grande méfiance. Et or, tout le monde fait ça, tout le monde. Personne ne veut avoir l'air d'être une enflure qui s'en fout de l'environnement. Évidemment. Alors que tout est si simple, on paye des crédits et hop, voilà, magiquement, tout devient bas carbone, voire zéro carbone, voire carbone négatif. Consommez plus, allez-y, c'est bon pour la planète, youpi. Au plus vous consommez, au plus il y a des arbres qui poussent, c'est génial. C'est très loin d'être aussi simple, d'ailleurs, l'ADEME considère que ces arguments peuvent tromper le public, freiner des changements de comportement et provoquer des effets de rebond négatifs. Et l'Union Européenne a adopté une loi qui interdit le greenwashing, on dit d'ailleurs éco-blanchiment,
Et on ne pourra plus, je cite, affirmer sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre comme produit un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, ils ont répété 2 fois gaz à effet de serre, mais bon. Donc on parle d'Apple qui s'éco-blanchit. Après, c'est pareil pour tout le monde. Et même, c'est un problème sérieux d'ailleurs pour Microsoft ou Meta, hein, qui ont d'ailleurs de plus en plus de mal à enlever les tâches. Il faut dire que l'IA s'attache, ça fait des grosses taches rebelles de CO2 qui commencent à résister au passage en machine. Et même avec l'utilisation de cette même IA, d'ailleurs, justement, hein, on note parfois de petites hypocrisies. C'est une figure de style. Des grosses boîtes tech comme Microsoft, par exemple, hein, qui n'hésitent pas à se vanter d'être bientôt carbone neutre et en même temps de passer des contrats avec des grosses boîtes pétrolières. Parce que l'IA, bah, ça sert à tout, ma petite dame. Hein. Peut très bien servir à localiser, exploiter des puits de pétrole ou de gaz. Hein. C'est un marché qui pourrait aller chercher dans les 35 à 75 milliards de dollars, donc c'est une opportunité qui serait quand même dommage de ne pas saisir. C'est l'association As You Sow qui l'affirme et qui veut faire pression sur les boîtes en maximisant l'information des investisseurs. Voilà. Parce que les investisseurs bien informés pousseront les bonnes décisions. Voilà. C'est l'idée dont on pense ce qu'on veut, mais bon, c'est l'idée. Mais As You Sow affirme qu'il y a des partenariats avec des boîtes de l'énergie qui, elles, n'ont pas d'engagement clair vis-à-vis du changement climatique, on va dire. Et ils ajoutent que Microsoft met volontiers, disons, certains usages respectueux de ses services en valeur, tout en mettant sous le tapis tout un tas d'autres, sur lesquels il est beaucoup plus discret. Écoute, je sais pas si je dois vraiment me réjouir de ces trajectoires. Effectivement, tu continues à nous plomber, Guillaume, avec ce suivi de l'actu. On va essayer de regarder ça de manière pragmatique dans le temps. On va continuer aussi à voir un petit peu quels sont les liens qu'il y a, pour reparler un peu d'intelligence artificielle, entre les solutions dites Llama, les modèles de langage de Meta, et l'administration publique des États-Unis, Guillaume. Oui, on parle régulièrement parce que c'est comme ça, ça arrive, hein, de l'IA qui arrive dans les services publics, voilà, dans les trucs comme la police, des choses qui nous concernent dans le quotidien, quoi, un petit peu partout. Et donc, c'est aussi logique de parler de Meta qui, donc, 500 millions d'utilisateurs pour Meta AI, mais finalement, c'est que le début, parce que pour eux, déjà, le slop sur Facebook, c'est que le début aussi, hein, puisque Mark Zuckerberg veut institutionnaliser tout ça. Il veut institutionnaliser l'IA d'une certaine manière, puisque déjà sur Facebook, il y aura de vraies sections dédiées au contenu génératif. Il y aura des catégories de trucs générés ou résumés par IA. Et ça sera sur Instagram, sur Thread et sur Facebook. Hein. Donc le contenu IA va proliférer. C'est obligé. Et ils veulent l'organiser finalement. Hein, l'accepter et l'organiser. C'est surtout sur Facebook pour le moment d'ailleurs, mais ça vient sur Instagram. Et donc finalement, pourquoi il fait ça ? Parce que ça suscite de l'engagement aussi, hein, tout simplement. C'est parce qu'on remarque que même le contenu totalement artificiel est suivi. Il suscite de l'engagement quand même. Et alors, est-ce que peut-être pas autant que les contenus réels, mais quand même. Par exemple, il y a ce compte du prétendu meilleur restaurant d'Austin, qui est tenu par un chef qui est censé être pote avec Jeff Bezos. Photo à l'appui, hein. C'est totalement fictionnel, et quand ça a été révélé que tout ça c'était pas vrai, il a gagné 10 000 followers. Donc artificiel ou pas, c'est suivi. Et si c'est suivi, c'est bon. Et puis Mark, il donc veut institutionnaliser l'IA, au sens propre aussi, hein, d'ailleurs, puisqu'il veut l'offrir. Disons que pour l'instant, il la propose à divers organes du gouvernement américain pour voir comment intégrer des algorithmes un petit peu partout. Donc il est en contact avec le département d'État, il est en train de voir comment on pourrait améliorer l'accès à l'eau, l'électricité, aider les petites entreprises, rendre les démarches plus faciles d'accès. Il sera en contact avec le ministère de l'Éducation aussi. Ces intégrations se feraient soit directement, soit via d'autres partenaires, hein, puisqu'il y a pas mal de gens qui travaillent avec Meta et les Llama de Meta, hein. Les modèles de Meta, il y a Amazon, Microsoft, il y a aussi Lockheed Martin et Oracle. Et donc, même si l'usage militaire n'est pas envisagé, l'usage militaire direct, tout ce qui est périmilitaire, tout ce qui touche à la logistique, ou aussi à la lutte contre le terrorisme, tout ça, c'est pas exclu. Et Oracle, d'ailleurs, a déjà commencé à utiliser Llama pour résumer des documents aéronautiques. Lockheed, il l'utilise pour produire du code, par exemple. Pour l'instant, c'est exploratoire, il n'y a pas de contrat en vue direct entre Meta et l'État pour l'instant. Mais voilà, on commence déjà à tâter le terrain. Après, ça va, vous avez compris, ce soir on est à la croisée des chemins. Si c'est Trump qui passe, je suis pas sûr que les gens de Meta puissent encore s'approcher des bâtiments sans être tirés à vue par les vigiles, hein, étant donné que Trump et Mark Zuckerberg, c'est pas le grand amour, on va dire. Donc il y a quand même aussi une grosse composante politique à tout ça. En revanche, j'en connais un qui sera ravi de frapper à la porte de la Maison-Blanche si jamais Donald Trump est élu. C'est Elon Musk qui va avoir, Guillaume, des services d'intelligence artificielle parfaitement adaptés à cette nouvelle orientation possible. Ça, c'est s'il ne se fait pas passer pour un démocrate, Guillaume ? Il est terrible. Hein. Mais vraiment, alors oui, l'élection c'est aujourd'hui, on n'est pas du tout inquiet, je suis serein. Hein. Je suis serein comme le Dalai Lama dans un bain moussant, quoi, il n'y a pas de souci.
Non, je mens, j'ai des sentiments de malaise même d'ailleurs, parce que ces derniers mois, ces dernières années même finalement, il y a un entremêlement inconfortable entre la tech, entre quelques grandes figures de la tech et l'extrême droite américaine quand même. Hein. Principalement deux d'ailleurs, j'en vois principalement deux. Il y a Elon Musk, hein, évidemment qu'on ne présente plus, puis aussi Peter Thiel. Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal, et actuellement d'ailleurs il gère un fonds spéculatif, on en parle régulièrement, parce qu'il faut un peu son nez partout. C'est un libertarien, et il a, comme Musk, mis sa fortune au service de la campagne de Trump. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'en réalité, Thiel, il a fait J.D. Vance. Il l'a rencontré à Yale, et c'est lui qui l'a poussé là où il est. Donc ce futur potentiel vice-président de Donald Trump, hein, il avait déjà financé d'ailleurs son ascension au Sénat, parce que Vance est sénateur de l'Ohio, et Thiel a financé sa campagne à hauteur de 15 millions. C'est l'éminence grise de Vance, et on s'attend à ce que J.D. Vance, hein, qui est assez jeune, il a trentaine, hein, il va se présenter probablement comme président en 2028. Et à la différence d'Elon Musk, hein, Thiel est vraiment une sorte d'éminence grise, une sorte d'homme de l'ombre. Mais il pourrait vite acquérir énormément de pouvoir. Et Elon, lui, évidemment, l'ombre, c'est pas trop son truc, hein, quoique, voilà. En plus de risquer des procès pour avoir quasi acheté des électeurs, effectivement, comme tu disais, il fait des trucs plus discretos, plus sournois, puisqu'il a financé une campagne qui s'appelle Progress 2028, qui diffuse des pubs qui se font passer pour démocrates. Sauf qu'elles sont hyper caricaturales et qu'elles prêtent à Kamala Harris des intentions qu'elle n'a pas. Comme récupérer de force toutes les armes à feu, par exemple, tu vois, ou donner à tous les étrangers en situation régulière le droit de vote. Évidemment, c'est des trucs qui vont hérisser les cibles. Et les cibles, c'est pas les démocrates, en fait, c'est pas les démocrates convaincus. Musk finance donc ce qui s'appelle une campagne de désinformation, ni plus ni moins. Et ce gars, qui fait de la propagande, hein, a sous son contrôle total un des principaux médias du monde. Alors Elon, il n'est pas né aux États-Unis, il est né en Afrique du Sud, hein, et donc il ne peut pas se présenter aux élections lui-même. Donc, comme Thiel, il laisse le devant de la scène aux pros du théâtre politique, hein, et puis il se rapproche, doucement, mais sûrement, du pouvoir au maximum. Donc voilà, est-ce qu'il va réussir? Est-ce que ça aura payé? Au moment où vous écouterez cet épisode, vous le saurez peut-être depuis longtemps. Hein. Sachez que nous, nous, dans le passé, dans l'ancien temps, on a flippé grave. Et d'ailleurs, petit sujet supplémentaire sur la tech et les élections, parce qu'il y a plus de liens que ce qu'on imagine en réalité, c'est que aux États-Unis et peut-être même ailleurs, il y a un gros risque d'augmentation massive des prix après l'élection. Parce que les deux candidats veulent renforcer l'isolement de la Chine, finalement, hein, autant Harris que Trump. Un grand coup de droits de douane, et ça va finir par se sentir. Alors Harris, elle est assez vague sur le sujet, mais Trump, lui, il a été très clair. Il veut 60% de taxes sur tout ce qui vient de Chine. Et disons qu'encore plein de composants, de pièces et de morceaux divers et variés viennent de Chine dans tous nos appareils chéris. Donc ça veut dire que si ça rentre en vigueur, les consommateurs ils vont le sentir passer. Parce que des morceaux, enfin tout ce qui est plus ou moins fabriqué en Chine, il y a encore des milliards de trucs. Hein. Donc dans chaque appareil, il y a énormément de composants qui sont fabriqués en Chine. Ce qui veut dire que globalement, il est possible que si les constructeurs répercutent directement les surcoûts sur les consommateurs, une console de jeux vidéo pourrait voir son prix augmenter de 40-50%. Donc c'est vraiment très significatif. Donc je ne sais pas exactement, hein, voilà. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas non plus si ce 60% de taxes, de flat tax comme ça, va être directement appliqué jamais. Mais en tous les cas, il y a des effets nets et clairs qui risquent d'arriver. La PS5 Pro risque de vraiment coûter très très cher pour une console. Ouais, bah écoute, effectivement, oui, la remarque qu'on pourrait nous faire, c'est de nous intéresser trop étroitement ou être un peu trop concentré sur la politique américaine. Et pourtant, vous savez, si vous écoutez Tech Café depuis quelques temps maintenant, à quel point le rôle de la politique américaine à l'égard de la tech et de nos usages, même si là, on est en Europe et on se sent protégé, est hyper important. On continue avec les liens avec les services publics, Guillaume, mais sur la défense cette fois-ci. Ah, je sens que ça va me réjouir, ça va me soulager. Tiens. Oui, parce qu'en Europe, on se sent protégé, mais on ne le saura plus des masses s'il y en a un des deux qui passe. Mais bon, bref. Puisqu'on parle de flipper grave, hein, si on croise les sujets IA et missiles balistiques thermonucléaires, ça donne pas mal le combo, hein, c'est pas mal pour la flip. Mais bon, en fait, je sais pas vraiment, on n'en est pas encore là, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a le général Anthony Cotton, qui, je suis sûr, est un homme très doux, a évoqué le développement d'outils IA pour répondre aux scénarios de conflits d'évolution rapide. Donc, alors c'est pas une IA, mais par contre, on n'est pas en train de parler d'une IA à la Wargame, hein, si les gens connaissent ce très très vieux film. Encore heureux, d'ailleurs, mais bon, Cotton, quand même, dirige la Stratcom, donc c'est Strategic Air Command, qui s'occupe effectivement de lancer des missiles atomiques sur les zones marquées en rouge sur la carte. Donc l'arsenal nucléaire américain date pas d'hier, hein, et le Pentagone souhaite lui mettre un petit coup de polish, un petit coup de jeune, avec une petite enveloppe de 1700 milliards sur 10 ans,
Il y Quand a une même. bonne partie de cette somme qui consistera à refaire la partie informatique. Donc ils vont refaire les infrastructures, les data centers, ils vont aussi refaire les outils logiciels. Dans ces outils logiciels modernes, il y aura des algos modernes et donc potentiellement des algos de deep learning, d'apprentissage machine, d'IA, quoi. Mais cette IA, dont on ne sait pas précisément ce qu'elle ferait, parce que il n'a pas vraiment évoqué le sujet en profondeur. Puis ça vient pas spontanément comme ça à l'esprit quand on y réfléchit, je dois dire. Ah bah si, ça pour le coup, si, parce que Ah, on peut fabriquer des algorithmes de deep learning pour détecter les menaces, pour analyser les informations, oui, déterminer les d'accord, meilleures ok. cibles à attaquer. Oui, donc c'est la défense en général alors. Oui, c'est la Oui. défense en général, Ouais. et appliqué chez Stratcom, je veux dire, ça, je pense qu'il y aura plein d'applications. Ok. Mais évidemment, il a été répété plein de fois qu'un humain serait toujours là pour prendre les décisions finales. Dans le cas de missiles nucléaires, d'ailleurs, finale, ça prend tout son sens. Et tout ça, c'est quand même très vague, et Coton ne pouvait pas vraiment éviter de parler de l'IA, sous peine de juste passer pour un vieux daron has-been, quoi. Mais le terme IA, ça peut recouvrir tellement de choses. Voilà, détecter des trucs à des silos à missiles sur des images satellites, par exemple, c'est de l'IA pour ça, il n'y a pas de problème. En fait, l'IA, ça peut aussi juste dire analyse par ordinateur, tu vois, mais c'est moins sexy. Les ordinateurs ont analysé les données pour les militaires dès le début de leur existence, et c'est même presque pour ça qu'on les a construits. Il est logique que les machines et les algos, qui deviennent de plus en plus sophistiqués, soient aussi peu à peu adoptés, même dans ces trucs-là. Évidemment, les problématiques de fiabilité et d'interprétabilité, ça amène à se poser des questions, surtout si on fait des algos qui ont des pouvoirs décisionnels de plus en plus élevés. Mais bon, pour l'instant, ça, effectivement, on ne sait pas. Ce qui est très important, c'est que les gens qui utilisent ces trucs connaissent bien leurs limitations. Bon, écoute, une angoisse à la fois. Oui, il faut pas mettre toutes les angoisses d'un coup. On va les prendre une par une. L'angoisse, Guillaume, c'est aussi l'emploi, c'est le fait d'être épanoui dans son quotidien avec un bon, vrai job. Grâce à ça, on a LinkedIn, et forcément qui nous aide beaucoup à trouver un emploi, mais là aussi, ça pourrait évoluer avec de l'intelligence artificielle encore. Oui, en attendant que le Pentagone puisse demander à Gemini de lancer une attaque sur Pyongyang, LinkedIn vient de faire le grand saut, puisqu'il va proposer désormais une IA recruteuse aux boîtes qui ont la flemme de poster et lire les CV elles-mêmes. Et oui, Enfin, pas encore, mais bon, ça vient. Et donc voilà, donc dans la série IA et services du quotidien, là, effectivement, on a un agent IA qui serait déjà à pied d'œuvre chez AMD, Canva et Siemens. Donc pour l'instant, c'est des tests chez ces trucs-là, mais ça va être a priori déployé de manière tout à fait large. Pour le moment, l'agent est capable de prendre une offre d'emploi et d'en déterminer une liste de qualifications et les candidats qui pourraient convenir, basés sur leurs aptitudes d'ailleurs, plutôt que sur leur scolarité. pratique. Donc, LinkedIn, effectivement, a beaucoup de données là-dessus. Il a 1 milliard d'utilisateurs, il y a 68 millions d'entreprises sur LinkedIn, il y a 41 qualifié, en 000 plus. aptitudes recensées, et donc son modèle, évidemment, va profiter de cette profusion de données, c'est un trésor. Dans un second temps, l'IA recruteuse pourra même gérer les messages envoyés aux candidats, faire le planning des interviews, répondre aux questions avant et après l'entretien. Alors, il ne mentionne pas faire l'entretien, mais je sais pas, peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, LinkedIn appartient à Microsoft, donc c'est pas très étonnant qu'il soit à fond dans l'intelligence artificielle comme papa. C'est assez cocasse, par contre, que cet article donc sur TechCrunch, à propos de ce truc-là, sur LinkedIn, coïncide presque exactement avec la sortie d'un autre article sur Ars Technica, qui détaille que justement les IA seraient pas du tout exemptes de biais dans le domaine du recrutement. Et c'est une étude de l'université de Washington qui utilise des modèles de langage pour appareiller les CV de candidats et les offres d'emploi qui le montre. Alors, en fait, c'est des modèles qui sont entraînés spécifiquement pour ça. Donc, c'est des modèles particuliers qui sont basés sur un modèle de langage, mais qui sont entraînés à faire un truc très spécifique. Ils prennent un CV et un job, et ils vont donner un score de compatibilité. C'est tout ce qu'ils font. Et évidemment, c'est très commode, et on peut supposer d'ailleurs que LinkedIn, en l'occurrence, utilise un système qui est assez approchant de ça. Eh bien, je ne sais pas si ça va vous surprendre ou pas, mais ces systèmes, ils sont pas neutres. En particulier, si les candidats sont blancs, noirs, hommes ou femmes, ça a un impact. En fait, même le prénom a un impact. Le prénom, les prénoms qui sont typés black ont une large majorité du temps un désavantage. Pas forcément de beaucoup, il faut noter qu'on est aux alentours de 5% globalement, ce qui est en dessous de certains recruteurs humains, probablement. Ah c'est clairement ça, je pense, effectivement. Ouais. Mais il y a quand même un biais, et c'est un biais qui existe aussi pour le sexe. On préférera légèrement un homme comme ingénieur et légèrement une femme pour les ressources humaines, par exemple. Les IA, qui sont dérivés de Mistral, conservent donc ces biais, qui sont des biais sociaux, qui ont été absorbés par le modèle, qui voit passer ce que produit la société, quoi. Et donc il faut travailler fort pour justement forcer cette neutralité, quoi. Alors évidemment, c'est toujours la même question, quand on voit l'IA débouler dans un truc de la vie quotidienne comme la recherche d'emploi, on se dit, ok, parce que faut être ouvert, mais est-ce qu'elle sera pire, est-ce qu'elle sera pareille, ou est-ce qu'elle sera meilleure que les humains?
Parce que les humains aussi sont biaisés, tu vois, donc c'est toujours la même question. C'est très très difficile d'aborder ce sujet. Et je dois dire que spontanément, hein, ma réflexion comme ça à chaud, qui ne repose sur rien d'autre que mon pif, serait de dire que certes, il y a des biais. J'ai tendance à penser que, il y en a moins qu'avec des vrais humains dans le cadre d'un recrutement. Et j'ai tendance à penser qu'il est plus facile de corriger ces biais-là que des biais sociétaux installés dans les comportements humains. Ce qui ne me réjouit pas sur le fond, mais ce qui me fait dire que peut-être il y a un salut à travers l'IA pour l'emploi plus équitable, va savoir. La vision angéliste, c'est ça. Hein, la vision angéliste, c'est on travaille pour faire une IA qui est le plus neutre possible. Cette IA, donc, quand elle est déployée dans le vrai monde, justement, elle ne perpétue plus les biais que tu vois dans la société, et donc il y a moins de biais dans la société, et donc les prochaines IA seront elles-mêmes moins biaisées. Et voilà, tout est beau. Ah, écoute, voilà, enfin une bonne nouvelle qui paraît si simple à appliquer et à considérer. Ah, ça me réjouit, Guillaume, merci. Et en même temps, ton ironie me fait imaginer que tout cela est malheureusement très compliqué. Bref, on continue, Guillaume, avec le monde de l'emploi. Oui, vas-y, juste pour toucher 2 mots d'un phénomène dont j'avais pas du tout conscience et qui arrange pas vraiment les travailleurs de la tech, qui sont restés sur le carreau ces derniers mois. Il y en a beaucoup, en fait, c'est les fausses offres d'emploi. Alors, c'est un phénomène qui est très répandu aux États-Unis. C'est le San Francisco Gate qui en parle, hein, pour les emplois tech en particulier. Il y a des boîtes qui postent des offres d'emploi pour des postes qui ont déjà été pourvus ou qui n'existent pas. Alors pourquoi ? Les raisons sont incroyablement pragmatiques et cyniques, hein, pour faire croire que la boîte est toujours en croissance, qu'elle va bien, et aussi pour mettre la pression aux employés. Si une boîte reçoit plein de demandes, ça veut dire qu'elle n'a pas de souci à se faire et qu'elle peut bien faire comprendre à ses employés qu'ils sont remplaçables. C'est aussi pour se constituer un réseau de candidats. Des boîtes reçoivent d'ailleurs comme ça des infos gratuitement sur plein de gens qui pourraient les intéresser à un moment ou à un autre. Certains vont même jusqu'à faire des entretiens. Comme ça, on voit le profil, on voit les gens, on réseaute, on fait connaissance, on propose d'éventuels, on a des infos sur les autres boîtes. Comme ça, on a même des infos sur les autres boîtes, en fait. Hein. C'est une manière aussi de faire une sorte d'espionnage. On peut même éventuellement offrir des services pour d'autres trucs. Et en fait, selon un sondage, 81% des recruteurs ont admis la pratique, à 23% pour que la boîte apparaisse plus stable qu'elle ne l'est, à 25% pour jauger de la remplaçabilité de leur employé. Et au milieu de tout ce foutoir, t'as des chômeurs qui font des centaines de candidatures et qui ont que des refus et qui pètent des plombs. C'est assez terrible. Alors, je sais pas si en France, c'est aussi... Je m'étonnerais que ce soit aussi... Je pense que déjà, les RH en France n'arrivent pas à suffisamment bien gérer les vraies offres d'emploi. Alors en plus, gérer les fausses, tu vois, ça doit être très compliqué. Si tant est, évidemment, que cet afflux de candidatures pour des offres d'emploi fictives permettent d'anticiper un renouvellement, j'arrive pas forcément à m'en rendre compte. Alors, en tout cas, c'est marrant parce que tu parles de cynisme et je vois vraiment pas trop comment qualifier cette pratique autrement. Est-ce que tu penses qu'il y a des vraies offres d'emploi pour recruter des vraies personnes qui vont gérer des fausses offres d'emploi au quotidien? Je sais pas, la boucle est bouclée peut-être, ou pas. Mon Dieu. On continue avec Thème Hospital, Guillaume. Oui, on parlait d'IA chez LinkedIn, et sans doute bientôt chez France Travail, du coup. De quel autre service public on n'a pas encore parlé, et où on a plus ou moins envie de voir l'arrivée des chatbots? C'est à l'hôpital, oui, c'est la santé, c'est à l'hôpital. Alors là, ça se passe à New York, chez Northwell Health, qui emploie 85 000 personnes, qui gèrent plein d'hôpitaux. Donc ils ont lancé un truc qui s'appelle AI Hub, qui est un chatbot, qui encourage, ils encouragent leurs employés, tout le monde, même les docteurs, à utiliser le chatbot. Alors, officiellement, c'est une sorte de copilote, comme on en trouvera un petit peu pour Office 365, pour assister à la rédaction de texte, le résumé, la reformulation, etc. Mais 404 Médias, qui a vu des sources internes et des démos, qui montrent que AI Hub pourra aller bien au-delà. Elle pourrait être utilisée même pour des tâches cliniques ou des tâches connexes aux actes cliniques. Leurs IA pourraient répondre à des questions sur l'hôpital, sur les règlements, sur les tarifs, mais aussi sur faire des résumés, par exemple, de fichiers médicaux, prendre en charge des tâches administratives, les relations avec les patients, écrire des offres d'emploi, tiens. Donc AI Hub a lancé ce printemps et serait déjà utilisé par 3000 employés. Alors il est bien noté que toutes les sorties du chatbot sont à considérer comme des brouillons, et que vous êtes toujours responsable de ce que vous produisez in fine en utilisant le chatbot. Bon. Il y a une démo quand même qui montre que ce truc pourrait faire des propositions de diagnostic de cancer. D'ailleurs, Northwell affirme qu'on peut utiliser son chatbot avec des données personnelles et confidentielles, puisque en fait son chatbot est probablement, c'est comme ça que je le vois, probablement exécuté sur site, en local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données qui vont chez OpenAI, ça reste à l'intérieur de chez Northwell.
Tant Bon, mieux. ce qui est un petit peu étrange parce qu'il est aussi possible de sélectionner divers chatbots apparemment. Gemini, Claude ou même MedLM, qui est un LLM médical de Google qui est spécialisé dans la médecine. Donc selon les tâches, on peut utiliser un modèle de langage ou un autre, mais du coup, où partent les données? Qu'est-ce qui se passe si tu utilises Claude? Bon, ça c'est pas, voilà, il n'y a pas les détails, je ne sais pas. Comment garantir que rien ne sorte, voilà, comme le fait Northwell, ça je sais pas. Et d'ailleurs, comment ça se passe avec les ingénieurs de chez lui? Parce que si tout se passe en interne aussi, il y a forcément des gens qui vont monitorer tout ça. À quoi ils ont accès? À quel type de données très sensibles quand même? Est-ce qu'ils peuvent avoir accès? Alors d'un point de vue fonctionnel, ce hub, là, ce AI Hub, c'est une sorte d'interface pour chatbot multimodal, hein, comme on en a, voilà, comme on est y habitué maintenant. On peut uploader des documents, des PDF, des photos, et bien sûr, ça peut faire gagner un temps monstre, hein, quand ça marche bien, évidemment. Voilà, et donc tu peux envoyer des documents médicaux, des articles de recherche, et même potentiellement, alors peut-être pas tout de suite, mais potentiellement des radiographies. Parce que, je dis ça parce que justement, ils ont accès à MedLM, et Google, donc, qui a fait donc, les MedPalm et MedLM, a fait évoluer en permanence ces modèles qui sont donc orientés médecine, et maintenant ils savent lire des radios thoraciques, c'est leur dernier truc. Et donc tu pourrais éventuellement envoyer une radio au AI Hub et lui dire, voilà, est-ce que tu vois un truc Zarbi? Ah ouais, ce rond là, c'est bizarre quand même. Bon voilà, tu vois, ce genre de truc. Donc les toubibs évidemment sont surchargés, hein, partout dans le monde, le temps c'est une denrée qui est très rare et précieuse à l'hôpital. Évidemment, du coup, on s'attend à ce que des expérimentations soient faites pour soulager le boulot administratif, les trucs courants, tout venant, on va dire. Évidemment, il faut qu'on puisse avoir totalement confiance, quoi, hein, comme Ah oui. toujours. Les IA pourraient être les bienvenus, mais c'est pas évident. Et puis, il faut aussi que ce soit rentable, parce que tous ces partenaires, ces prestataires IA, il faut les payer. Ça peut devenir assez cher, hein. Quand on a 85 000 employés qui utilisent tous les jours 4 ou 5 modèles de langage, ça peut être très très cher. En même temps, aux États-Unis, l'hôpital, de toute façon, c'est cher de base. Oui, parce que là-bas, l'hôpital, il se fout de la charité. Mais vraiment, c'est la charité, il en a rien à foutre, il s'en bat les reins. Ah, c'est beau. C'est beau. Écoute, oui, je ne sais pas si on sera prêt rapidement à faire confiance quand même, hein, à des diagnostics 100% IA comme ça, même si les taux de réussite sur la lecture des radios du thorax sont très qualitatifs. On va terminer cette rubrique et presque une bonne partie de cet épisode, Guillaume, en annonçant une nouvelle que je ne pensais pas qu'on aurait vu venir aussi, entre guillemets, vite. Il est question de la rentabilité de Reddit. Guillaume, est-ce qu'on sort le champagne? Aussi vite. Avec des guillemets, hein, tu auras noté les guillemets. Hein. Oui, c'est vrai que c'est le scoop de cet épisode, hein, c'est ça, Reddit est rentable. Moi Incroyable. aussi, je suis ému. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas arrivé depuis jamais, en fait, depuis qu'il existe. Depuis 19 ans. Hein. C'était vite, hein, 19 Comme ans. quoi. Reddit perd de l'argent depuis 19 ans, et ce trimestre, il en a gagné presque 30 millions. Il a fait 30 millions de dollars net, hein, de bénéfices nets. Le chiffre d'affaires, lui, c'est 348 millions, c'est en hausse de 68% par rapport à l'an dernier. Et tout ça, c'est très majoritairement la pub, hein, c'est 315 millions la pub, contre 33 millions pour le reste, donc tout le reste de la monétisation, quoi, c'est-à-dire 10 fois moins. Et Reddit devrait se passer... Alors, il est passé dans le vert, il avait intérêt, parce que maintenant, c'est une compagnie adulte. Après 19 ans. Non, mais c'est surtout qu'elle est rentrée en bourse. Et donc, il va falloir produire des retours sur investissement, maintenant, quoi. Et oui. Donc, Reddit a passé les 100 millions d'utilisateurs, en bond de 47% par rapport à l'an dernier. Pourquoi? Alors Reddit a dit qu'ils avaient mis en place un système de traduction automatique que j'ai vu passer, qui me gonfle d'ailleurs très personnellement. Oui, il est insupportable parce que tu arrives sur un contenu et tu ne sais plus si c'est du mauvais français ou si c'est de la mauvaise traduction. C'est ça, tu sais pas si c'est des Français qui parlent mal ou si c'est des Anglais qui parlent bien mais qui sont mal traduits. C'est ça. Mais bon, effectivement, ça peut augmenter l'accessibilité du réseau. Si vous êtes en France, tout Reddit est en français, même les Reddit américains. Et d'ailleurs, sur Google, quand tu fais une recherche Google, que tu cliques sur Reddit, tu n'as plus que du français et plus que du mauvais français, mais c'est aussi le cas en espagnol, donc il y a aussi du mauvais espagnol, du mauvais portugais, du mauvais italien, du mauvais allemand. Ça fait du monde. C'est mauvais tout ça. Ça fait du monde, mais effectivement, justement, ça fait plus de monde potentiellement sur Reddit, plus de monde qui a accès à des contenus Reddit. Voilà, parce que c'est vrai que moi, par exemple, si j'allais sur un Reddit allemand, je serais bien, tu vois, Ouais. Alors que là, je pourrais y aller. Donc c'est possible. Il y a d'ailleurs 30 autres langues et pays qui devraient arriver en 2025, donc ça pourrait n'être qu'un début. Hein. Et Reddit se porte donc bien, et on sait qu'il est aussi très populaire dès lors que on fait des recherches de vraies infos, de tests, de retours d'expérience. Google s'en sert, et c'est un peu casse-gueule, étant donné que les Redditeurs peuvent aussi manipuler les résultats de Google en se coordonnant.
C'est arrivé en Angleterre, ça. Il y a un groupe de gens qui en avaient marre de voir leur resto préféré se faire prendre d'assaut par des masses d'abrutis acharnés du selfie, hein, qui, à la même tendance sur à la moindre tendance sur Instagram, ils allaient tous là-bas. Pour contrebalancer ça, ils se sont coordonnés sur certains canaux Reddit pour faire passer d'autres restos, des chaînes de base pour des trucs super. Google a marché à fond dedans. Il les a mis au tout début de la liste et bon, c'était tout bénef. Bon, en tout cas, Reddit est la preuve qu'il faut croire en ses rêves, voilà. Hein, Ah oui. Que tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre, comme disait Mr. Robot. Et ça, je le dis aussi à Dropbox, qui traverse une mauvaise passe, hein, puisqu'il licencie encore 528 de ses employés, après 500 licenciements l'an dernier. Dropbox a lancé Dash, qui est une recherche IA sur les documents stockés sur Dropbox. Et Dash a été plutôt bien accueilli, mais il n'a pas l'air de rapporter assez dans une conjoncture pas super favorable. Donc Drew Houston, le CEO, annonce qu'il est nécessaire de prévoir des investissements agressifs, je cite, pour rester pertinent, à l'heure où tout le monde fait pleuvoir les centaines de millions de dollars partout. Et avec tout ça, vous pensez sans doute que Dropbox est dans le rouge, mais pas du tout. Il a fait un bénéfice net de 110 millions ce trimestre. Ah ouais. Et C'est fou. Et d'ailleurs, licencier 528 employés, ça va lui coûter 60 millions au trimestre prochain, donc il sait qu'il aura des chiffres beaucoup moins bons. Ouais, mais il y aura des économies sur ses charges, donc bon, non. Tout ça, je sais pas. Tu utilises toujours Dropbox, toi ? Eh bien non, et alors j'allais te poser la question, en fait, je me demande, et surtout n'hésitez pas à réagir sur le serveur Discord. Que sont devenus tes fichiers, oui. Est-ce que quelqu'un a retrouvé mes fichiers ? Non, ça fait très très longtemps que je n'utilise plus du tout Dropbox, mais j'allais dire même pardon, non, faut pas que je dise ça comme ça. Je peux te dire, quels sont les arguments à utiliser Dropbox plutôt que la foultitude d'autres services qui sont disponibles aujourd'hui, y compris même, tu vois, les NAS qui sont hyper intéressants et qui ont des solutions aujourd'hui qui permettent vraiment d'héberger toi-même tes fichiers, de les redonder à différents endroits, de les rendre accessibles facilement. Je pense que c'est 10 fois plus intéressant. Je sais pas qui utilise encore, quels arguments on pourrait avancer pour mettre en avant Dropbox par rapport à tous les autres services qu'il y a aujourd'hui. Mais bon. Faudrait voir les prix, très honnêtement, je sais pas. Faudrait voir le prix au Tera, je sais pas en fait. Si vous êtes abonné Dropbox, que vous ne jurez que par Dropbox et que vous avez les raisons pour lesquelles vous ne jurez que par Dropbox, techcafé.fr/Discord, venez en échanger avec nous, je serais ravi de voir ça. Et je le dis très sincèrement, hein, c'est pas que de l'ironie, une petite pointe d'ironie, mais pas que. Allez, on passe à une rubrique jeux vidéo. Guillaume, à quoi as-tu joué durant ces derniers jours ? Sache que moi je me suis mis, et oui, à Astrobot activement avec mon fils. On a chacun notre partie. Quel plaisir. Alors moi, tu sais que qui suis très très sensible au retour haptique et au comportement des manettes. Je suis on ne peut plus servi. Quel jeu incroyable. Mais je sais pas ce que tu as. T'as fait quoi toi ces derniers jours en jeux vidéo, Guillaume ? Bah non, moi je continue Elden Ring, hein. Je suis à Lendel. Ah là, c'est beau. Je suis à Lendel et ça continue. Et écoute, non, je continue ça. C'est toujours très cool en fait. C'est toujours très cool. Ah bah, surtout Lendel, c'est très chouette aussi. C'est magnifique. Vraiment, bon, le jeu est magnifique. Il faut le dire aussi, ça aide quand même. Le jeu est vraiment magnifique. C'est marrant parce qu'en te posant la question, ça me rappelle que tu y joues alors que j'avais complètement zappé. Et je suis agréablement surpris que tu sois encore dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me réjouit. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché de suivre quand même ce qui se passe aussi dans l'actu des jeux vidéo, du coup. Oui, parce que je suis pas sur Grimoria. Hein. Alors, ils nous avaient prévenu, hein, ils l'ont fait. Bon, ils l'ont fait, tout le monde s'en fout. Ubisoft vient de présenter son premier jeu avec des NFT dedans. Alors, son premier jeu, en tout cas, intégralement pensé autour des NFT en réalité. Donc, ça s'appelle Champions Tactics Grimoria Chronicles. Et c'est le titre beaucoup trop long de ce jeu qui est finalement un combat de figurines au tour par tour, une sorte de tactical RPG, avec des héros qui sont stockés sur une blockchain et qui peuvent se vendre et s'acheter avec de l'argent réel. Alors je vais pas parler du côté écologique, parce que Ubisoft utilise une blockchain proof of stake dont la consommation énergétique est faible. Hein. Enfin, il y a des serveurs, évidemment, il y a des serveurs qui doivent être allumés. Hein. Mais ces serveurs n'ont pas à faire de calculs de fou comme pour Bitcoin, et bon, ils consomment comme n'importe quel autre serveur allumé, quoi. Et Dieu sait si vous en utilisez toujours des serveurs allumés, hein, faites pas les innocents. Donc de ce côté-là, il y a trop rien à dire. Le souci avec ces jeux-là autour des NFT, il est plus profond que ça, en particulier avec Grimoria, il est plus profond que ça. Parce qu'en réalité, ils apportent rien d'autre au genre que les défauts d'autres supports. Prends Magic par exemple. Magic c'est cool, c'est un jeu de cartes super sophistiqué et qui est très cool à jouer. Mais qu'est-ce qu'on aime dans Magic ? On aime le système de règles hyper riche et varié, on aime le design, on aime le fait de jouer face à face en réel, la collection aussi, on aime le fait de pouvoir collectionner les cartes. Qu'est-ce qu'on aime chez Magic ? Est-ce qu'on aime le prix des cartes qui varie en permanence, leur rareté, le pognon que ça coûte d'avoir des decks Mastoc qu'on doit renouveler en permanence pour rester dans le coup avec les dernières éditions ?
Est-ce qu'on aime la spéculation? Est-ce que c'est ça qu'on aime dans Magic? Est-ce que c'est l'économie Moi, qu'on j'imagine aime que dans certains vont Magic? dire oui. Mais Ben bon. non, ce qu'on aime dans Magic, c'est le gameplay, c'est pas l'économie. Que fait Grimoria, en fait? Ben, il prend un style de jeu sympa, que j'aime bien en plus, hein, le tactical RPG, j'aime beaucoup. Ouais. Et il importe dedans tout ce qu'on n'aime pas de Magic. C'est-à-dire des héros OP qui coûtent une blinde avec lesquels tu peux spéculer. C'est vraiment super. Et puis c'est pas juste une vue de l'esprit, hein. Je suis allé sur le marketplace officiel de Grimoria. Ah, Des héros, il y en a à tous les prix. Il y en a à 10 balles, mais il y en a aussi à 30 balles, à 150 balles, à 240 balles, et le plus cher, il est à 128 millions. Je pense que c'est un troll, honnêtement. Mais le second, il est quand même à 56 000 à 666 $. putain, j'ai même pas été regarder Et sur il y le en a plein marketplace. entre 900 et 500 $. C'est une Ah blague. ouais. C'est-à-dire, tu vas t'acheter des héros à 500 balles pièce. Non, mais c'est bon, voilà. Donc ce jeu est un repoussoir, c'est un peu tout ce que je déteste. Je vois pas du tout comment ce truc pourrait décoller, franchement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'utilisation de la blockchain reste une énigme pour moi, parce qu'elle sert à quoi, la blockchain? Je veux dire, pourquoi ne pas utiliser tout simplement un serveur avec une monnaie in-game, comme tout le monde? Comme Blizzard. Bah, Blizzard, par exemple, là, au hasard, hein, qui a eu aussi des pratiques franchement critiquables avec l'hôtel des ventes de Diablo 3, hein, pour les vétérans. On peut faire des trucs nauséabonds sans blockchain, il n'y a pas de souci. Hein. La blockchain, pourquoi faire? Quel autre jeu utilisera les NFT de Grimoria écrits dessus? Ça pourrait être utile si par miracle, une suite à Grimoria arrive un jour, et que deuxième miracle, elle permette de récupérer votre vieux perso, et que troisième miracle, ce soit pas Ubisoft qui s'en charge, et qu'ils aient pas eux-mêmes sur un de leurs disques durs le fichier CSV de tous les persos du marketplace, et de tous les persos qui ont été achetés. Bon, voilà, dans ce contexte-là, qui est quand même assez spécifique, ok, la blockchain pourrait être utile. Bon, ok, Grimoria, c'est pas ce qui va résoudre les soucis d'Ubisoft en ce moment. Hein. J'allais te poser une question mesquine, Guillaume. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu les NFT, on aurait parlé de ce jeu dans Tech Café, ou est-ce que tu penses qu'il y aurait eu des relais dans certains médias? Mais s'il n'y avait pas eu les NFT, ce jeu n'aurait pas été aussi absurde. Je pense pas qu'il y aurait eu des... Est-ce qu'il y aurait eu des héros à 50 000 balles s'il n'y avait pas eu les NFT? J'ai regardé le record, là, c'est 295 millions. Ah non, mais, non, mais c'est du trolling. Là. Je pense que c'est du trolling. Bon, on leur laisse l'espoir, en tout cas. Hein, que ça on n'a même pas envie que ça marche, en fait. Même pas pour Ubisoft, quelque part. Bon, allez, on continue avec Microsoft, Guillaume, et Call of Duty. Il y a une anecdote rigolote à ce sujet. Ouais, je vous le disais, c'est la saison des résultats financiers. Ceux de Microsoft, ils sont super. 65,6 milliards de chiffre d'affaires, c'est 16% de plus que l'an dernier. 11% de bénéfices en plus par rapport à l'an dernier, alors que la boîte brûle littéralement du cash pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Hein. Ils font des investissements massifs. Mais il se trouve que l'IA commence ainsi à se payer elle-même, selon Microsoft en tout cas, puisque sur les 33% de hausse de revenus sur les services, 12 sont imputables à l'IA. Mais on est dans la rubrique jeux vidéo, alors quels sont les résultats de la division gaming de Microsoft? C'est 61% de hausse par rapport à l'an dernier. Mais c'est fou, incroyable, ça y est, le Game Pass explose, Xbox c'est la folie, pas du tout. 52% de ces 61 proviennent d'Activision Blizzard, tout simplement. 9% de ces services propres, seulement, donc il n'y a que 9% de hausse sur les services propres. Et la vente de Xbox, carrément, donc la vente de matériel, elle a chuté de 29%. Donc la division gaming de Microsoft, elle est tenue à bout de bras par Activision Blizzard, dont le succès d'ailleurs ne semble pas se démentir, hein, puisque le dernier Call of Duty 6 représente 19% de tout le trafic de Comcast aux États-Unis le 25 octobre, hein, le jour de sa sortie. C'est un truc de malade. Bon, faut dire que c'est un beau bébé, hein, qui pèse entre 84 et 300 gigas selon l'édition. Bon, donc c'est un gros truc. Cela dit, bon voilà, on voit bien, le gaming aujourd'hui, c'est beaucoup, voire vraiment beaucoup, Activision Blizzard chez Microsoft. On comprend mieux pourquoi ils ont tenu à ce point à l'acheter, hein, puisque finalement, voilà, maintenant on comprend pourquoi. Mais du coup, vu les résultats de la division matérielle, enfin des consoles, quoi, quelle stratégie ils envisagent pour l'avenir, c'est pas du tout évident. C'est peut-être pas évident chez eux en interne d'ailleurs. Ils ont peut-être pas encore très très bien décrit le scénario de l'avenir. Bon, j'imagine que s'il y a des scénarios, mais peut-être qu'ils se posent des questions assez profondes. En revanche, du côté de Sony, il y a moins de questions qui se posent, Guillaume. Les décisions sont plus expéditives. Côté PlayStation, on est vénère, hein. On est vraiment pas content du tout. On a des réactions un peu excessives. Il faut pas être sous la colère comme ça. Oui, parce que Sony vient d'annoncer la fermeture du studio de Concorde, qui donc apparemment n'aurait pas de seconde chance. Et franchement, j'y croyais. Hein. Alors c'est vrai, le jeu s'est pris un bid apocalyptique quand il a essayé de le vendre à 40 balles. Mais en free-to-play, il aurait pu faire son trou. Et il n'était pas dément, hein, mais il n'était pas quand même pas atroce à ce point. Et puis son développement a été très long. Il a coûté 200 millions et Sony n'a racheté Firewalk, le studio qu'il a fait, hein, que depuis 2 ans.
avec tout cet argent investi, je pensais quand même qu'ils allaient s'efforcer de limiter les dégâts, Mhm. quitte à réinjecter un peu d'argent pour modifier le jeu. C'est quand même Sony, tu vois, il aurait pu le faire. Eh ben pas du tout, Sony ferme le studio purement et simplement. D'ailleurs, ils vont fermer aussi Neon Koi, par la même occasion, qui est un studio de dev mobile. Sinon, j'espère que vous êtes satisfait de votre PlayStation 5, parce que, d'après Hideaki Nishino, co-PDG de PlayStation, du coup, la génération PlayStation 5 va durer 10 ans, et la PlayStation 5 Pro va aider à faire tenir le hardware dans la durée, quoi. Alors 10 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est une affirmation qui n'est pas aussi surprenante qu'il y paraît. Parce que la génération PS4, elle a duré combien ? Ben, la PS4, elle est sortie en 2013. Donc en 2024, il y avait encore des jeux qui sortaient dessus. Ouais. Et l'an dernier, il y en avait encore plus. Les PlayStation sortent selon un cycle de 6 à 7 ans, mais elles perdurent toujours un peu après la sortie de la nouvelle. Donc 10 ans, c'est peut-être un peu plus long, surtout si on se souvient des successions rapides des années 90-2000, mais c'est aussi logique parce que le contexte industriel d'aujourd'hui, il est radicalement différent. Les puces n'évoluent plus aussi vite et surtout pas à un coût égal. En fait, en début d'année, il y a un cadre de chez Google qui affirmait que les prix des puces ne baissaient plus depuis 10 ans. Alors précisément, il disait que depuis le 28 nanomètres, le prix de 100 millions de portes logiques chez TSMC restait le même. Donc on continue à réduire petit à petit la taille des transistors, tout ça, ils consomment moins, tout ce que tu veux. Mais le prix au transistor, lui, ça fait un petit moment qu'il baisse plus. Et du coup, si tu veux plus de puissance, c'est plus cher. Sachant que les prix sont ceux de TSMC, et concernent, on l'imagine, les tout derniers process. Ce qui veut dire que ce prix baisse probablement une fois que les chaînes ont été rentabilisées, tout ça, et puis bon, tout ça c'est flouté par les marges qui sont moins importantes par les gros volumes, par les nouveaux processus de packaging aussi, avec les chiplets. Il y a d'autres économies sur les prix globaux des appareils qui peuvent, disons, faire passer tout ça. Mais on le voit quand même, on commence à le voir avec les prix des GPU actuels, qui sont quand même nettement plus chers que les générations d'avant. D'ailleurs, le besoin de chiplets vient aussi du fait que la taille des transistors, même si elle ne décroît qu'assez lentement, sur les puces très haut de gamme, on est déjà à la limite du réticule. C'est-à-dire que le die a la taille maximum qu'on puisse faire avec l'appareil de photolithographie, quoi. Donc, si on veut une puce qui soit plus grosse que ça, il faut la faire en 2 morceaux, ou 3 morceaux, ou 4 morceaux, quoi. Et donc, quand tu fais plusieurs morceaux, ça rajoute encore en complexité. Et aussi en prix. Bref, tout ça pour dire on est très loin du contexte industriel des années 2000. Pour les semi-conducteurs, c'est très très loin de ça. Et il faut s'adapter, pour avoir des changements de puissance brute significatifs, à des prix contenus, il faut attendre plus longtemps, tout simplement qu'avant. Voire même, on parle de la PS5 Pro, moi j'imaginerais bien tu la vois venir, la PS5 Ultra ou la PS5 Extrême, qui pourrait encore aider à faire durer la... Non, tu crois pas ? Non, je pense qu'à ce niveau-là, ils vont sortir la PlayStation 6, mais qui sera probablement de toute façon une extension, parce qu'elle sera probablement rétrocompatible aussi, tu vois, enfin bon. Ok, d'un point de vue marketing, le fait d'avoir le 6, ça va peut-être aider à renouveler les ventes, là où 5 Pro ou 5 Ultra, ça n'aiderait évidemment pas autant. Merci infiniment Guillaume pour la préparation de cet épisode. Et oui, j'ai oublié de te dire, mais je joue encore un petit peu à Balatro et j'arrive pas à passer ce foutu premier niveau ultime du premier deck. Bref, merci beaucoup pour la préparation de cet épisode, Guillaume. On invite évidemment nos auditrices et nos auditeurs, s'ils ont apprécié cet épisode, ne serait-ce que parce que ça leur donne une info pertinente ou parce qu'ils passent un bon moment, à venir nous soutenir sur patreon.com/techcafé pour profiter en plus de la possibilité d'écouter les épisodes sans la pub et d'accéder à des infos exclusives. Votre soutien assure évidemment la pérennité de Tech Café tout en enrichissant votre veille technologique. Merci infiniment. On se retrouve aussi sur Discord, techcafé.fr/Discord. J'arrive enfin à m'obliger à un rythme de consultation et d'interaction plus régulier, et j'y prends, j'avoue, un certain plaisir. Et puis en plus, on peut se retrouver à titre individuel. En tout cas, toi, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, on va me retrouver devant ma télé, sans doute, en train de regarder la série la série de suspense la plus terrifiante de ces dernières années. C'est quoi ? Les élections américaines. Bien sûr. Ok. Évidemment. Non, je pensais à une vraie série Netflix ok, très bien. J'ai vu regarder ces résultats avec une grosse glace stracciatella pour me réconforter. Pas mal. Je sais même pas si j'ai envie de regarder. Moi, je pense que je vais aller me coucher. Je regarderai tout ça demain à tête entre guillemets reposée. À propos de séries effrayantes, j'ai vu le 6e Sens avec mon fils la semaine dernière. Il était encore en vacances et je lance le film, et dans les premières images, il me fait: oh, c'est un vieux film, ça encore.
Il m'a Le rythme déprimé n'est pas le même. de me rendre compte que le sixième sens, c'était 1999. Ça fait 25 ans. J'étais déprimé, Guillaume. J'étais tellement déprimé. Bon, pardon. Allez, vous me retrouvez pour ma part sur Instagram, sur Blue Sky, sur Threads, sur LinkedIn, bien évidemment, sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Le lien, comme toutes les sources des sujets abordés dans Tech Café, sont dans les notes de l'épisode et sur techcafé.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.